Je n'ai plus rien à t'apprendre. Je ne suis plus ton maître. Tu m'as dépassé. Tes pouvoirs sont supérieurs aux miens. Tu es parvenu par un miracle de volonté à atteindre l'extrême limite, le zéro absolu. Certaines histoires ont un pouvoir durable. Même une fois terminées, il en reste une trace, indélébile, qui se retrouve dans toutes les fictions à venir. Il y a ces œuvres qui, par leur simple histoire, peuvent influencer tout un pan de leur genre, en définissant les codes. Et qui, après, ne reste plus qu'un lointain souvenir. Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'un des arcs les plus importants de son manga, les plus importants de sa génération, et potentiellement l'un des plus importants de l'histoire du shonen. Alors, posez-vous, et prenons le temps d'aller voir Au-delà des mots. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. On avait déjà parlé de ce manga sur cette chaîne, mais on n'avait pas abordé son arc le plus connu. Si on parle d'œuvres marquantes dans les mangas de type shonen, on va inévitablement mentionner le nom de Dragon Ball. Et oui, il a aussi eu une grande influence, mais il a surtout gagné une aura qui l'a fait perdurer jusqu'à nos jours. Les Chevaliers du Zodiaque aussi, ça existe toujours de nos jours. Oui, mais on va pas dire non plus que la qualité était à chaque fois au rendez-vous. Quoi, alors d'après toi, c'est le dieu Odin qui m'a fait venir jusqu'ici à Asgard? En même temps, quand on voit ce qui est devenu Dragon Ball, ça se tient, mais ce que je voulais dire, c'est que l'un des deux est devenu culte, et que l'autre, il est resté dans la mémoire de tous ces fans qui tentent par tous les moyens de le faire découvrir aux jeunes générations. Mais l'héritage de Saint Seiya, il n'a pas disparu pour autant, et même si en lui-même, il n'est plus sur le devant de la scène, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas aussi des enfants spirituels. Je me présente, moi c'est Natsu de Fairy Tail. Oui, Fairy Tail, c'est un bon exemple, c'est même celui qui pour moi a le plus cette vibe Saint Seiya. Mais pour autant, ce n'est pas le seul. Naruto, One Piece, My Hero Academia, pour ne citer que, arrivent aussi à prendre des éléments de cet arc. Sauf que, ce manga ayant moins laissé sa trace dans l'histoire, il est plus difficile de voir son influence. Du coup, il laisse moins sa trace dans l'histoire. Du coup, on a plus de mal à voir son influence. Du coup, au final, on est là face à un chevalier de gros bourros qui se mordrait la queue. Et je viens de me rendre compte que cette image est parfaitement dégueulasse. Et cet arc, c'est celui du Sanctuaire. L'arc où les chevaliers de bronze vont devoir affronter les chevaliers d'or dans une série de combats contre leur grand frère pour sauver la déesse Athéna, et pourquoi pas le monde dans la même foulée. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi le manga ou même l'anime, un petit résumé de où est-ce qu'on en est. Dans Saint Seiya, on suit les aventures de 5 chevaliers qu'on appelle Saint: Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki, ainsi qu'une bande de figurants qui ont comme seule utilité de nous rappeler que les autres sont vachement plus badass. Ils ont pour mission de servir et de protéger la déesse Athéna, réincarnée sous les traits de Saori Kido, régnant sur le sanctuaire. Et le premier ennemi qui veut attenter à sa vie, c'est le sanctuaire. Mais tu viens de dire que... Oui, c'est parce qu'il y a un traître au sein du sanctuaire, qui a déjà voulu jeter le bébé divin avec l'eau du bain. Mais oui, bien sûr, Yoga a raison, le peuple doit avoir deux visages, celui du bien, celui du mal. Donc après moult combats contre des chevaliers de seconde zone, ils vont directement affronter le sanctuaire. Et manque de bol, une flèche d'or va éviter les seins d'Athéna pour se planter entre les seins d'Athéna. Ouh, elle est technique celle-là. Et maintenant qu'on a raccroché les wagons, on va voir en détail c'est quoi l'arc du sanctuaire. Le but de cet arc, c'est donc de sauver la déesse. Et pour ce faire, ils vont devoir traverser les 12 maisons du Zodiaque, et ce, en moins de 12 heures. Parce que le manga aime bien ce genre d'ultimatum. Il est donc parti pour la simulation de montée d'escalier la plus longue qui existe. Le premier chevalier qu'il rencontre, c'est le bélier, chevalier capable de fracasser des portes avec son crâne. Sauf qu'on le verra pas, parce que Bu, chevalier du bélier, c'est l'un des rares alliés de nos héros. Et ça tombe bien parce que c'est aussi celui qui tient le stand pour réparer les armures, qui ont bien souffert depuis le début de l'aventure. C'est quand même du bol que ce soit lui le premier, et qu'il soit pote avec eux. Oui, d'autant plus qu'il va leur dire... Mais en vérité, la base même de la cosmo-énergie, l'élément final qui détermine la puissance ultime d'un chevalier, c'est le 7e sens. Donc voilà, pour battre les chevaliers d'or, ils vont devoir atteindre le 7e sens. Et la vitesse de la lumière aussi. Parce que les chevaliers de bronze sont à peine capables d'atteindre la vitesse du son. Donc un affrontement chevalier d'or, chevalier de bronze, c'est un peu comme si on prenait le lièvre et la tortue, sauf que le lièvre c'est un guépard, et qu'il a bouffé la tortue avant même le départ. Mais bon, après les avoir tenus 1 heure à discuter, c'est pas tout ça, mais il serait temps de se bouger les fesses pour atteindre la seconde maison, celle du taureau.
Donc, seconde maison, celle du taureau, le chevalier qui saute sur tout ce qui bouge et qui bouge sur tout ce qui saute. Enfin, ici, il va rester placide même si en face on va lui titiller le museau. Et c'est Seiya, chevalier de Pégase, qui va s'occuper de lui. Tiens, c'est amusant, c'est le chevalier rouge qui affronte le taureau. Bref, avec sa technique de « je décroise les bras tellement vite que tu n'as pas l'impression que j'attaque », il nous malmène le chevalier de bronze qui va recevoir les conseils de son mentor en faisant une analogie avec le sabre japonais. Parce qu'une fois qu'un sabre japonais est sorti de son fourreau, il devient parfaitement inutile. Je me permets d'être légèrement dubitatif. En tout cas, pour vaincre le chevalier du taureau, il faudra donc lui faire décroiser les bras, ce qui aura l'étrange effet de l'empêcher de se remettre dans sa position initiale. Oui, je n'ai jamais bien compris cette technique. Toujours est-il que ça va fonctionner et que Seiya va prendre le taureau par les cornes, en lui en coupant une sans faire bouger l'autre. Chevalier du taureau, vaincu. Après une volée d'escalier, les chevaliers se retrouvent devant la maison des Gémeaux et développent un nom de double vue. Ils peuvent voir le futur? Non, ils voient deux maisons. On a donc deux groupes qui se forment, l'équipe A, composée de Seiya et Shiryu. Rappelons que le premier vient de finir un combat et que le second est aveugle, donc clairement pas la meilleure paire possible. Et de l'autre, Yoga et Shun. Et là où le bas blesse, c'est que la maison, elle a une entrée, mais elle n'a pas de sortie. Ils finissent devant un mur et devant le maître des lieux. Quel groupe? Les deux groupes, parce que lui, il a le talent d'ubiquité. Fort heureusement, Shiryu voit clair dans son jeu, ce qui est très particulier pour un non-voyant, et il fonce tête dans le mur pour trouver la sortie. Enfin, il fonce avec la tête de Seiya, des fois qu'il se soit trompé. C'est donc à nos deux autres oiseaux d'affronter Saga, chevalier des Gémeaux, qui va de suite utiliser son attaque projetant Yoga dans une autre dimension. Et quand je dis autre dimension, il va en fait créer une Warp Zone qui va juste l'amener 4 maisons plus loin. C'est de suite moins impressionnant. Reste donc Shun qui va réussir à le battre avec sa chaîne nébulaire, une arme capable d'attaquer son adversaire, dût-il se trouver dans une autre galaxie. C'est contre-indiqué pour un mammifère normal de supporter plus de 50 sauts par seconde. Ça tombe bien que c'est le grand pop et qu'il se trouve juste au bout du chemin. C'est incroyable cette capacité à tout exagérer. Enfin, d'une certaine manière, le chevalier des Gémeaux, c'est out aussi. On va donc continuer avec le chevalier du cancer, masque de mort de son petit nom, ce qui me laisse à penser qu'il n'était pas spécialement désiré. Et c'est le dragon qui va s'en occuper, et on va passer très vite sur le combat parce que c'est pas le plus palpitant. Faut dire qu'il aurait passé moins de temps à faire de la déco, ce serait peut-être un peu plus une menace. Donc la particularité de ce chevalier, c'est qu'il peut nous amener directement au Yomotsu Hirashaka, une sorte d'antichambre de l'au-delà, ce qui fait une victoire relativement facile pour tuer ses adversaires. Sauf qu'à force de faire le crabe, son armure a décidé de le lâcher, et après ça, il a chuté directement dans le monde des morts. Mais au moins après ce combat, Shiryu va retrouver la vue. Donc retenez ça les enfants, le cancer ça soigne de la cécité. On est sûr qu'on la garde celle-là? On en arrive donc au lion, Ayola ou Ayor, suivant si vous préférez les traductions foireuses. Et là on a notre bon vieux Seiya qui retourne au charbon. Alors, le chevalier du lion, c'est une autre paire de manches, parce qu'il est un allié des chevaliers de bronze. Donc, il va les laisser passer, mais on finit, on passe à la suivante. Alors, oui, mais non, parce qu'il a été hypnotisé par le chevalier des Gémeaux mentionné plus tôt, et il se battra jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de son adversaire. Ce qui fait qu'il va porter moult attaques en ne manquant pas de rugir son plaisir. Il va donc se passer ce qui doit se passer lorsqu'un cheval veut affronter un lion. À savoir la défaite du cheval. Et en plus, il perd devant un spectateur parce qu'entre-temps, il y a son ancien rival Cassius qui est venu voir le spectacle. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux te voir descendre tes deux petits poulets. Mais on n'est pas censé affronter les chevaliers d'or pour en arriver là? Si. Et donc, lui, il est arrivé comment? Il a sans doute pris une autre Warp Zone. En tout cas, il ne cache pas son désamour pour Seiya et est très heureux de le voir manger des avoines. Sauf qu'en fait, c'était un piège. Ah ouais, d'accord, le vieux. Cassius va donc se sacrifier pour qu'Ayola retrouve la raison. Parce qu'à aucun moment, le contrat précisait que ça devait être un chevalier de bronze qui devait mourir. Ce qui veut dire que, si en rentrant dans sa maison, il avait écrasé un cafard, le plan tombait à l'eau. Lion, out. Après une nouvelle série d'escaliers, de chevaliers qui sont enfin réunis, moins Yoga évidemment,
vont tomber sur Shaka, le chevalier de la Vierge, l'homme le plus proche de Dieu, qui va les battre les yeux fermés, au sens propre. Et c'est ainsi que les chevaliers perdent. Devant cet adversaire trop puissant pour eux, ils ne se relèveront que 8 heures plus tard, la déesse Athéna mourant entre-temps. Mais elle est super triste ton histoire. Oui, mais fort heureusement, il y a Deus Ex Machina qui passait par là, à savoir le 5e chevalier dont on n'a pas encore parlé, Iki du Poulet. Si vous avez la référence, vous êtes un habitué de la chaîne. Donc, on est bien d'accord que l'histoire d'affronter les Chevaliers d'Or, c'est pas vraiment une obligation. C'est vraiment rassurant de savoir que vous maîtrisez votre sujet. Notre Chevalier d'Or, voyant d'un très mauvais œil l'arrivée de ce drôle d'oiseau, va donc l'envoyer en enfer. Encore une fois, au sens propre. Il va aussi faire la technique la plus utilisée dans les Chevaliers du Zodiaque, la perte des 5 sens. Plus d'ouïe, plus d'odorat, plus de vue, plus de goût, plus de cordes vocales. Parce que, pour une raison que j'ignore, la perte de goût, ça rend muet. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais pas trop longtemps non plus, parce que, plot twist du Deus Ex Machina, en fait, Iki a fait tout ça exprès pour développer son 7e sens, et ainsi se sacrifier pour se projeter avec le Chevalier d'Or dans une autre dimension. Et ils atterrissent dans quelle maison? Ah non, là ça fonctionne, donc oui, un Chevalier de Bronze a une attaque plus puissante qu'un Chevalier d'Or. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bon, la maison de la balance, on va la passer assez vite, parce que c'est aussi une maison alliée. Le Chevalier d'Or étant le maître de Shiryu. Alors, ils vont y retrouver Yoga qui est transformé en glaçon, le libérer, et on passe à la suite avec le Scorpion. Milo du Scorpion, et enfin c'est notre blondinet russe qui va mettre la main à la pâte. On n'en est jamais qu'à la 7e maison. Mais vu qu'il ne s'est pas encore battu et qu'il ne s'est même pas fatigué à monter les marches, il doit être en super forme pour affronter le Scorpion. Alors tu vas rire, mais non. Notre vilain petit canard va enchaîner une douzaine de piqûres du Scorpion et se vider de son sang sur le sol, en étant à 2 doigts de la mort. On n'est pas sur le cheval gagnant. En fait, son seul haut fait, ça va être de geler l'armure de Milo, ce qui va assez étonner le chevalier pour le laisser passer. Et c'est aussi exceptionnel que ça? Mais vous êtes les premiers à être parvenus à me paralyser les 2 mains. Pas vraiment, mais on va dire que c'est une victoire du cygne par forfait. Et la maison suivante est aussi une escale facile, puisque le chevalier est mort depuis 13 ans. Ce serait moche qu'il arrive à les battre après avoir ravalé son acte de naissance. Alors, dans le manga, ça se règle assez facilement. L'armure du Sagittaire apparaît, elle tire une flèche pour dévoiler le testament d'Aioros, le grand frère d'Aiola au passage. Et non, on ne sait absolument pas quand il est venu écrire sur les murs, sachant qu'il est mort à l'extérieur du sanctuaire. Mais dans la version animée, les chevaliers devront passer des épreuves dignes d'un temple d'Indiana Jones. C'est le saut de la foi. Et ils vont tous mourir dans ces épreuves. Les gars, ils survivent à 6 adversaires, tous plus forts les uns que les autres, et c'est un type qui est mort depuis 13 ans, un allié qui plus est, qui arrive à les battre. Alors, il y a un des 2 groupes qui devrait mal le prendre, et j'ai pas encore décidé duquel. Et ils s'en sortent comment? C'était juste un rêve, après ils découvrent le testament et ils continuent leur route vers les 3 derniers adversaires. Et on va aller vite pour cela parce que le résumé a déjà assez duré. Et on commence avec Shura du Capricorne contre Shiryu du Dragon, qui se bat avec une épée mais sans rose, et qui va se terminer par les 2 adversaires qui vont s'envoyer en l'air. Encore une fois au sens propre. Capri, c'est fini, et on perd aussi le dragon dans la foulée. Vient ensuite Camus du Verseau, qui va affronter son disciple Yoga le canard boiteux. Pour info, c'est déjà Camus qui avait transformé Yoga en glaçon quelques temps plus tôt. Pour le protéger. Avec des habits comme ça, mais c'est pas son ami. On a donc un affrontement touchant entre les 2 qui arrive à briser la glace, ce qui nous réchauffe le cœur. Mais pas très longtemps parce qu'ils vont se geler mutuellement. D'ailleurs, on apprend qu'une armure d'or ne peut geler que si on atteint le 0 absolu, et que Yoga y est enfin arrivé. Mon armure d'or est gelée par les cristaux de son tonnerre de l'aube. Et enfin, l'ultime affrontement, Shun contre Aphrodite des Poissons, qui se bat avec des roses mais sans épée. Des roses très particulières parce qu'elles ont la capacité de tout couper sur leur passage. Ça doit être ça la fameuse coupe Aphrodite. Autant dire que ces roses sentent le poisson. Et donc, après avoir détruit l'armure d'Andromède, Aphrodite va planter dans le cœur de notre petit Shun une rose blanche qui va se gorger de son sang.
et en même temps se manger une telle patate de forain qu'il va rester sur le carreau. Il ne reste plus qu'un seul et unique adversaire, le grand Pop, chevalier des Gémeaux, contre Seiya qui se l'est quand même coulé douce depuis environ 7 maisons. Donc ça semble assez logique qu'il soit épuisé et qu'il perde. Il va perdre et être sauvé par le chevalier du Phénix. Mais il n'était pas dans une autre dimension? Oui, mais il est revenu avec Shaka qui est devenu subitement gentil. De même que tous les autres chevaliers de bronze qui vont revenir parce que la mort, c'est très surfait dans l'univers de Senseiya. Mais Ikki va perdre aussi. En fait, Saga va surtout se faire battre par sa propre conscience. Seiya va sauver Athéna de sa flèche judicieusement plantée, et le chevalier des Gémeaux va se suicider tout en demandant pardon à la déesse. Et c'est ainsi que les chevaliers de bronze ont battu les chevaliers d'or. Mais est-ce qu'ils l'ont réellement fait? Parce que, oui, Senseiya n'a jamais réellement été une quête de puissance qui demande de vaincre son adversaire. Les chevaliers de bronze, ils restent des chevaliers de bronze, avec une puissance bien moindre que leur homologue doré. On peut d'ailleurs constater dans la suite de l'œuvre où, en affrontant les généraux de Poséidon, Seiya nous dit ceci. Et laisse-moi te dire que contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas aussi fort que les chevaliers d'or. Donc, soit on les fait monter en puissance, soit on cherche une autre manière de les faire gagner. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. D'ailleurs, la victoire passe rarement par tuer son adversaire. On continue notre petite digression sur Poséidon, mais la bataille finale, c'est surtout contre un pilier dans lequel est enfermée Athéna. Alors ici, on va revenir rapidement sur les 9 combats du sanctuaire. Oui, on va pas parler des 3 maisons où ils ne se battent pas. Taureau, il les laisse passer alors qu'il a juste une corde brisée. Sinon, il aurait très facilement pu gagner. Mais son but était surtout de tester la valeur des chevaliers. Ce dernier s'étant bien douté de la vraie nature du grand Pop. Dès l'instant où j'ai commencé à me battre avec eux, un doute affreux s'est emparé de moi. Gémeaux, on est là face à une illusion, et la seule chose qui permet à nos deux groupes de sortir de la maison, c'est leur capacité à briser cette illusion. Dans le cas de Shun, troubler la concentration de celui qui l'a créé. Et vu qu'il est le boss final, ben non, il n'est pas battu à ce moment-là. Je crois que j'ai commis l'erreur de sous-estimer le chevalier Andromède après tout. Ce qui nous amène au cancer. Lui, c'est très simple. Il s'est fait spartiater la tronche pour tomber dans le puits des morts. This is Sparta! Je suis pas sûr que tomber au fond d'un trou après avoir été abandonné par son armure et avoir tous les morts qui se jettent sur soi soit vraiment compté comme une victoire mano à mano. Ton armure n'approuve pas ta conduite et préfère se détacher de toi plutôt que d'être empoisonné à son tour par le mal qui t'étouffe. Lion, là on a un cas un peu particulier parce que le lion était hypnotisé et les laisse passer une fois revenu à la raison. Et comment est-ce que l'hypnose est brisée? Avec un sacrifice de Cassios. Par amour. Cassios est amoureux de Seiya? Non, Cassios est amoureux de China, qui est elle amoureuse de Seiya, et elle aimerait pas voir Seiya mourir. Mais le plus important, c'est que pour ce sacrifice, Cassios refuse de se battre. Enfin si, vite fait pour attirer le lion. Mais après, il se laisse mourir sans réagir. Et en se caressant les côtes avec les 2 poings directement. Cassios, je te jure sur mon armure, tu ne seras pas mort pour rien. On passe à la Vierge, et là aussi, on est encore sur une évidence d'un combat perdu. Mais pour ça, il faut faire un flash-forward dans l'histoire. Car si Ikki arrive à envoyer Shaka dans une autre dimension, on nous apprend que seul, Shaka aurait pu revenir. La seule chose qui l'a empêché, c'est qu'il a voulu revenir avec le chevalier du Phénix. Comprenez bien que sans ça, nos petits bronzes auraient tiré une moindre tronche. Pour la première fois de ma vie, le doute a envahi mon esprit, voilà pourquoi. On passe après au Scorpion, et là, il y a encore moins d'équivoque. À la fin, il y en a un des deux qui est debout, et l'autre qui est le chevalier du cygne. C'est même le combat où il doit sa victoire au simple fait qu'on le laisse passer. Parce que, comme pour le taureau, Milo a reconnu la valeur de son adversaire. Sans le pouvoir d'absorption de mon armure, je n'aurais jamais pu rester en vie. C'est moi qui aurais dû mourir. J'ai survécu, mais j'ai perdu le combat. Capricorne, il est certes envoyé vers les étoiles, mais il explique également que son armure d'or le protège mieux que l'armure de bronze. De toute façon, Shiryu l'a enlevé une fois de plus, donc ça allait le protéger de rien du tout contre les rayons du soleil. Perso, j'appelle ça l'armure de bronzage. Encore une fois, la victoire, si on peut appeler ça victoire quand celui qui gagne meurt, n'est valable que parce que Shura lui a donné son armure. Je t'en prie, Athéna, pardonne-moi. Et on arrive sur les 2 combats les plus difficiles à faire rentrer dans la thématique. Ah ah, ton analyse tombe donc à l'eau. J'ai dit difficile. J'ai pas dit impossible.
Et c'est surtout parce que c'est un peu plus subtil. On va commencer par le Chevalier des Poissons, qui perd contre Shun. Pour le coup, oui, c'est une vraie défaite avec Mort et compagnie. Sauf qu'on apprend plus tard que Shun, c'est pas réellement Shun. En fait, il a en lui l'âme d'Hadès, le dieu des morts et grand méchant final. Donc, Aphrodite a été battue, certes, mais il a affronté un dieu. On va dire que les dés étaient pipés. Bravo, Chevalier Andromède, tu as gagné. Et enfin, le dernier des chevaliers, enfin le pénultième dans la liste, mais le dernier dans l'analyse, le Verseau. Et on peut difficilement dire qu'il n'a pas été battu par son adversaire, qui n'est autre que son disciple. Ça raconte une belle histoire, l'élève qui dépasse le maître, mais la véritable question c'est... Est-ce qu'il voulait vraiment gagner en fait? Si on jette un rapide coup d'œil, oui, il n'a pas vraiment ménagé Yoga au point que les deux meurent lors de l'affrontement. Mais il est aussi le seul à laisser passer les autres chevaliers sans même essayer de les arrêter. C'est vrai que c'est curieux pour un gars supposé défendre une position, parce que son but c'était pas d'affronter Yoga, parce que son but c'était de lui offrir une dernière leçon, celle qui va faire de lui un vrai chevalier. D'ailleurs, avant d'être à deux doigts de tuer son disciple, il l'enferme à 2 reprises dans des cercueils de glace, histoire de le protéger pour ne pas qu'il meure. Mais ce qui est le plus important dans ce combat, c'est le discours qu'il apporte à la fin. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Je ne suis plus ton maître. Tu m'as dépassé. Tes pouvoirs sont supérieurs aux miens. Et c'est là que tout prend son sens. Senseiya, ça n'a jamais été une question de devenir plus fort que son adversaire. Ça n'a jamais été une quête de puissance. Et ce n'est même pas pour attaquer un adversaire, mais pour le défendre. Et comment est-ce qu'ils font ça? En se sacrifiant. Et si ma précédente vidéo sur le sujet parlait du sacrifice d'autrui, ici, c'est bien le sacrifice personnel. Athéna, Shun, Shiryu, Yoga, Cassius, Ikki, Shura, Camus, Io, Kanon, Shaka, l'entièreté des Chevaliers d'Or, tous n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu pour sauver ceux qui leur sont proches. T'as pas cité Seyar dans le tas. Seyar, c'est le héros, il ne se sacrifie pas. Sauf peut-être à la fin, puisque le dernier combat ne peut être gagné qu'avec le sacrifice de Seyar, qui meurt en protégeant Athéna. Au final, le sacrifice résonne dans l'entièreté du manga, et l'arc du sanctuaire en est la preuve. Que ce soit les chevaliers de bronze qui tombent les uns après les autres pour permettre à leur allié d'avancer, ou que ce soit Camus qui donne sa vie pour offrir une dernière leçon à son élève. Ah, Athéna. Je n'ai jamais voulu te nuire. Accorde-moi ton pardon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Game Squeaker pour vous servir.